plus de sens. Alors bonjour à tous, aujourd'hui 26 avril 2019, nouveau podcast, nouveau sujet, en compagnie de Mickaël, aka philosophe scientifique, ça passe bien aussi. On va parler d'une des théories de la physique quantique, ce serait l'expérience de mort imminente. Donc il y a des sujets, il y a un sujet qui pourrait plaire, donc c'est de celui-là que Mickaël a décidé de parler. Donc Mickaël, allez, parle-moi un petit peu de ce concept physique quantique quand même, puisque je pense que ça, faudrait quand même savoir un minimum ce que c'est. Voilà, d'abord déjà, juste un tour d'horizon de ce que c'est que les phénomènes de mort imminente. Donc c'est quelque chose dont on en parle depuis longtemps, mais c'est un sujet qui a pris une ampleur ces dernières années, avec l'évolution des recherches, mais aussi les témoignages de beaucoup de patients. Qu'est-ce que c'est, pour faire de façon schématique? Ce sont des gens, par exemple, je ne sais pas moi, suite à un arrêt cardiaque, ou ils sont dans le coma pour une opération chirurgicale, ou un accident de la route, ou une peur intense. Ouais. Quelque part, ces gens-là, ils ont eu le sentiment d'être, on va employer des mots qui font un petit peu mystique, mais on est bien dans le réel, hein, donc qui ont eu le sentiment d'être un petit peu comme dans une autre dimension ou dans un autre monde. Par exemple, des gens qui étaient opérés, une opération quelconque qui nécessite une anesthésie générale, etc. Et ils ont eu le sentiment de sortir de leur corps. Ouais. Et de voir leur corps finalement sur lit d'hôpital, mais comme si leur conscience était sorti voilà. du corps et qui se voyait à la troisième personne en fait. Voilà, mais il y en a qui ont pu voir des choses dans des pièces d'à côté de l'hôpital, qui ont pu voir même des événements qui se passaient dans l'hôpital. Il y a des gens qui ont pu voir dans les pensées de leurs proches, par exemple. D'accord? Alors ça, si vous voulez, ça c'est classé dans le paranormal parce qu'on ne maîtrise pas encore ce sujet. Actuellement, les meilleures données que l'on ait pour essayer de comprendre le phénomène, ce sont des témoignages de beaucoup de gens qui expliquent. Alors les langues se délient parce qu'avant tu disais pas ça, tu disais je vais passer pour un fou. Peut-être que tu as vu un truc banal, une opération, quelque chose de même ordinaire, et tu as eu ce truc-là. Ou certains disent j'ai eu le sentiment de voir ce que pourrait être l'au-delà. Ouais. Donc le paradis, tout ça. Il y en a qui ont eu des EMI, donc expérience de mort imminente, c'est le nom qu'on a donné, un peu scientifique. Viens-en à ça. Alors, du coup, s'il te plaît, tu parlais de ça justement, après, c'est revenir à la physique quantique. Une fois que tu auras clos ça avec le terme, il faut d'abord que j'explique globalement le phénomène pour que les gens voient un peu ce que c'est. Ouais. Par le biais d'émissions, de lectures, beaucoup de gens ont une idée sur le sujet. Et moi, ce que je vais faire après, c'est donner une hypothèse scientifique qui irait dans ce sens-là, qui pourrait permettre d'expliquer rationnellement la science et peut-être la religion se rejoindraient peut-être. Voilà, alors là c'est pareil, donc c'est un sujet qui est vaste, et du coup les gens qui témoignent, certains ont vu de leurs proches décédés par exemple, dans un autre, on va dire dans un autre monde. On manque un peu de vocabulaire, donc on va parler comme ça, mais sans être mystique, hein, d'accord? D'accord. Et quelqu'un qui dit, tiens, j'ai vu mon père qui était décédé, je l'ai vu en pleine forme, je l'ai vu, je sais pas, radieux, tout ça. Quand tu entends ça, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Donc, ce que les scientifiques savent, c'est que les gens qui parlent de ça, ils ont pu se rendre compte que ce n'est pas de la fabulation. D'accord? C'est pas des gens il y a peut-être eu, mais c'est pas la moyenne du tout. Ou qui s'amusent à raconter des choses. Non, les gens sont sincères, émotionnellement, ils sont très affectés, mais dans le bon sens, parce qu'ils ont pu voir. Sauf que c'est tellement inhabituel que les gens, souvent, ce qui leur fait traumatisme, c'est comment intégrer ça dans la vie de tous les jours, qui plus est dans une époque où le règne scientifique est plutôt matérialiste. Donc moi, par exemple, je suis matérialiste, cartésien, tout ça, mais je m'intéresse au sujet parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert, et il faut aller vers ce qu'on ne connaît pas finalement. Il ne faut pas rester sur sa zone de confort. Et beaucoup de scientifiques qui ne sont pas d'accord avec ce phénomène, je veux dire, pour lui donner une réalité, il explique ou par des hallucinations, par des phénomènes hormonaux. Par exemple, on sait que lorsque l'on subit une blessure, il y a une douleur intense, mais on a les endorphines qui atténuent la douleur, voire qui donnent un apaisement, un peu comme un effet de la morphine, tu vois. Donc dans le cerveau, il y a aussi des choses comme ça qui permettent d'atténuer
des angoisses ou des douleurs par des sécrétions hormonales. Ce qui se passe, c'est qu'on a par exemple un médecin français, docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est anesthésiste. Et il dit, des fois, pendant un laps de temps très court, dans le coma, mais de façon très très courte, la personne, une fois qu'elle se réveille de ce temps d'endormissement très faible, va te décrire tellement de choses qu'elle n'a pas pu le voir dans ce laps de temps-là. C'est pas possible. Oui. Ce serait pas comme des souvenirs, ça n'aurait pas été possible en fait. Voilà. Ça. Ouais. Et il y a des choses, des événements qui ont été décrits, la personne n'a pas pu se rendre sur les lieux au moment où ça se produisait. Ouais. Pourtant, elle a dit. Du coup, ce qui vient contredire le fait de ces scientifiques-là qui disent oui, mais ça sécrète des endorphines, tout ça, ça peut être comme une hallucination. Du coup, ça vient contredire cette théorie-là, puisque en fait, ça n'aurait pas été possible logiquement pour caricaturer, il y a deux camps. Pour mais ça vient contredire du coup. La deuxième thèse, elle vient contredire les scientifiques. C'est-à-dire qu'elle vient dans le sens où elle dit il n'y a pas une preuve, mais elle dit attention, il y a un élément dérangeant. C'est un peu comme si je te disais une théorie, tous les corbeaux sont noirs, puis un jour on en voit un blanc. Ouais. Même si c'est un seul, déjà, la théorie tous les corbeaux sont noirs, elle n'est plus aussi fiable. Ouais. D'accord. Et là, par ce genre de témoignages et d'expériences moins imminentes, on comprend qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est que ça oblige le monde scientifique à passer à un palier au-dessus. Maintenant, ce palier, qu'est-ce que c'est? Il y a les courants matérialistes qui partent du principe, notamment les neuroscientifiques, que, donc on ne connaît pas tout sur la conscience, mais avec le temps, on va pouvoir expliquer avec tous les phénomènes neuronaux, les cellules gliales, tout ça, c'est dans le cerveau, bon, sans rentrer dans la biologie complexe, mais le cerveau est déjà rien de très compliqué. Ouais, déjà. Donc, il y a ceux qui disent que, ok, on ne comprend pas tout maintenant, mais c'est normal, mais peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on comprendra de façon rationnelle ce qui se passe. Ouais. Tant qu'on n'a pas passé ce cap, on reste dans ce flou où quelque part tout est permis. Moi, je prends un exemple, avant d'arriver à la physique quantique, dans l'histoire des sciences, les grands dogmes de pensée, et qui ont tous fait leur preuve, par exemple, dans les années 1600, on avait la théorie de Newton. L'univers, une sorte de grande mécanique, le temps qui est figé, qui est plus ou moins éternel, tout ça. Bon, c'était... la théorie de Newton est toujours utilisée, par exemple, quand on envoie les satellites dans l'espace, tout ça, les calculs sont des calculs newtoniens. Donc ça marche. C'est pas une théorie qui est reléguée. Ouais. Plus tard, on a Einstein qui arrivait avec la relativité. Deux formes de relativité, restreinte et générale. Déjà, c'est que le temps, pour Einstein, n'est pas figé, n'est pas éternel, il bouge, il est élastique. Non seulement il est élastique, mais d'un lieu à un autre. Mais l'espace lui-même il bouge. Ouais. Nous, on se voit en 3 dimensions. On est sur la Terre, dans l'univers. Pour Einstein, imaginons que tout ce que nous sommes, on le représente par une nappe, comme une nappe sur la table. Ben, cette nappe, tout plat, elle subit des déformations, des courbes et des bosses en fonction de planètes, d'étoiles. L'espace-temps, se déforme, le temps ralentit, accélère. Donc déjà, cette théorie est très différente de celle de Newton. Quand tu es habitué à penser le monde par une vision newtonienne et qu'on t'amène ça, il y a un choc de culture. On ne comprend pas trop, on dit attends, parce que le temps n'est pas fixe, le temps est élastique. Pour Einstein, le passé, le futur, finalement, c'est tout est relatif. Donc c'est déjà, ça devient abstrait. Ouais. Après, on voit arriver la physique quantique au début du XXe siècle, notamment avec un physicien danois, Niels Bohr. Et la physique quantique, pour la vulgariser, parce qu'elle est complexe, hein. Même les scientifiques ont coutume de dire si tu as compris la physique quantique, c'est qu'en fait tu l'as pas compris. D'accord. Et c'est des, c'est des gens comme Richard Feynman qui disent ça. Richard Feynman, c'est quand même un très bon physicien. Ouais. Tu vois, ça sort pas de la bouche de n'importe qui. Pour le vulgariser, le caricaturer un petit peu, c'est comme si je te disais que toi tu es là, mais en même temps tu n'es pas là. Ouais. Tu peux être là et dans la pièce à côté en même temps. D'accord. Donc ça, normalement, c'est complètement contre-intuitif. Ouais. Ça, c'est de la science-fiction. Ouais. Le passé et le futur, ça se mélange. D'accord, c'est interchangeable. Il y a une théorie qui disait, par exemple, que l'univers, avant de démarrer, il est comme sur un disque, sur un CD, un DVD tout bêtement. Tout est là. Et quand tu lances ce DVD, il lit l'épice. Voilà. Mais tu peux revenir en arrière, choisir tes scènes, tu peux revenir au début, passer à la fin, tu peux faire des trucs. Et à notre niveau, tu vois, mais c'est quoi ça? La physique quantique, là où elle s'exerce le plus, où on peut le mieux l'étudier, c'est dans l'infiniment petit.
On appelle ça les particules élémentaires. C'est-à-dire les électrons, les neutrinos, des trucs infiniment microscopiques. Ouais. Ça ne s'applique pas, enfin on ne le voit pas à notre monde à nous. Nous c'est monde macroscopique. Macro ça veut dire grand. Macro, c'est grand. Donc Micro, ça peut être une planète, une étoile, une galaxie, toi, mais je veux dire, une bactérie, c'est déjà le monde macroscopique. Ouais. Pour comprendre la physique quantique, on va dans l'infiniment petit, hein, à un état limite où on ne sait pas trop comment les choses se comportent. Quand on dit, par exemple, pour faire comprendre aux enfants notamment, on dit qu'est-ce qu'un atome? On dit, bah tiens, c'est comme un système solaire. Tu as le soleil au centre et puis autour tu as les planètes. Ouais, un mini système solaire. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Les atomes sont de partout, nulle part à la fois. C'est un peu, tu vois, les électrons, pardon. Et d'ailleurs, l'univers, il est fait principalement de vide. Mais même nous ici, là je suis sur une table, je mets la main sur la table, elle est pleine, de partout, il n'y a pas de la matière. Microscopique, il y a... Un atome, matière, pour voir ce que c'est tu prends un stade de foot, et par exemple tu places une orange au centre ou un banc de basket, et à l'extrême périphérie, tu mets des petits pois. C'est les électrons. Tu vois le vide qui rentre. Voilà. Et l'espace. Donc, tout ce vide, l'univers est fait principalement de vide au final. Et c'est quelque chose qui est très contre-intuitif, encore une fois, quand on a trouvé ça par des calculs, parce qu'on ne l'observe pas directement. Et ce qui pose problème aux scientifiques, c'est que la théorie de la physique quantique et la théorie des physiques classiques comme relativisme ou newtonienne, enfin, les deux ont l'air de ne pas aller ensemble. Pourtant, on est dans un même monde. Il n'y a pas une différence notoire, mais on essaie de trouver cette fameuse théorie qui implique de tout réunir comme ça. Il y a comme deux... La vision du monde actuellement, elle a un côté un peu schizophrénique. Il y a deux entités différentes et qui ont l'air de ne pas fonctionner ensemble. Et pourtant, elles fonctionnent ensemble. Ouais. On ne sait pas comment. Et donc, des fois, on entend parler de la théorie des cordes. C'est une théorie, une hypothèse qui, si elle est valide, elle essaye de montrer que tout est cohérent par rapport à cette théorie-là. La matière physique, les planètes, la gravitation, mais aussi certainement ce que je vais amener sur la physique quantique. Pour l'instant, il y a un fossé entre les deux. Donc la physique quantique, même si elle a un siècle, c'est la plus abstraite pour la pensée humaine. Ouais. Mais en fait, pour essayer de comprendre, en admettant par l'hypothèse que ces phénomènes de mort imminente sont vrais et qu'il y a réellement quelque chose qui se passe, et notamment que la conscience survit. C'est-à-dire que si elle survit en dehors du corps, donc elle n'est pas simplement fabriquée par le cerveau. Exactement. Voilà, ça c'est du matérialisme. Ouais. Mais il faut s'expliquer comment elle peut survivre en dehors du corps. Il y en a qui prennent l'image du cerveau comme, par exemple, une télé. Une télé, tu mets tes émissions, tes films. Ou un ordi, hein, souvent ça marche. Hein. Mais ce que tu as dans la télé n'est pas produit par la télé. Ça vient de l'extérieur. Par des antennes émettrices, tout ça. Ouais. Tu reçois tes émissions avec des gens qui parlent, des couleurs, tout ça. Mais ça c'est un calculateur, en fait. Voilà. Donc, si on prend cette analogie, la conscience, elle vient dans le cerveau, mais elle n'est pas produite par lui. Ouais, c'est le cerveau qui traite l'info, c'est lui qui... Voilà, mais attention, c'est une théorie qui est à l'état d'ébauche, on essaie de comprendre. Ça pourrait. Et donc je vais amener une théorie, il y en a plusieurs en fait qui utilisent la physique quantique. Hein. Donc je t'assure une chose, comme cette science est encore mal maîtrisée, elle n'est pas claire encore, il y a un flou autour de ça. C'est-à-dire que notamment dans le paranormal, aujourd'hui on voit plein de gens qui étudient ça. Qui étudient par exemple la télékinésie, bouger les objets à distance. Ouais. Moi personnellement je ne suis pas convaincu par ces trucs-là. Je ne vais pas non plus me montrer offensif, mais je vais essayer d'être cartésien au sens où j'entends moi, mais me pencher sur une théorie qui peut expliquer ça. La physique quantique, ce qu'il faut savoir, c'est comme elle est mal maîtrisée, beaucoup de gens l'utilisent à leur sauce, lui font dire des choses qu'elle n'a peut-être pas dites. Ouais. D'accord ? C'est un petit peu le danger. On peut déformer une théorie pour dire non mais je développe tel concept, et d'ailleurs en physique quantique on voit que. Ouais, mais vu qu'elle c'est pas clair, du coup. Voilà. Ouais. Donc là je vais parler d'un scientifique qui s'appelle Emmanuel Ransford. Je crois il me semble qu'il était ingénieur, il s'est mis dans la physique, enfin il a étudié le truc de façon élaborée, il a fait des conférences, il a écrit plusieurs ouvrages. Par exemple, L'homme quantique, un de ces ouvrages que j'ai lu. J'ai aussi lu Nouvelle physique de l'esprit, on voit les mots, hein, physique de l'esprit, tu vois. Ouais. Il a écrit quelque chose aussi sur
ah, j'ai plus le titre, mais la conscience quantique, enfin c'est toujours le même. Et lui, il se sert de la physique quantique, mais qu'il applique à sa façon. Donc on pourrait dire, lui, sa théorie, ça serait une théorie, une métaphysique quantique. Parce qu'il se rapproche d'une forme de religiosité, mais qu'il ne faut pas amalgamer avec, je sais pas, les religions plus classiques, la Bible, tout ça. C'est autre chose. Donc ça, ouais, ça reste quelque chose de mystique, sans être affilié à une religion, c'est ça. Voilà. Alors il a un vocabulaire qui va avec sa recherche, c'est-à-dire que finalement il y a toujours un jargon scientifique, Ouais. et lui dans sa théorie, il a ce jargon il a fait en quelque sorte du néologisme, c'est-à-dire qu'il invente des concepts, mais pour pouvoir mieux comprendre de quoi on parle. Donc là, c'est pas facile pour les auditeurs parce qu'ils ne voient pas, mais on imagine, pour lui par exemple, si je dessine un électron, donc on imagine une feuille de papier, un cercle, hein, une boule, ouais, c'est un électron. Pour lui, il y a la matière qui est bien réelle, et tout ce qui est matière, donc l'électron, les atomes, les molécules, c'est la matière. La matière, elle est soumise à des lois, comme tu as la loi de la gravitation. Je prends un stylo, si je lâche, il va tomber. Il y a une loi universelle, la gravitation. Donc le poids, voilà. Pour lui, la matière, elle est soumise au déterminisme. Donc il y a des lois qui font que les objets suivent des trajectoires dans l'espace, dans le sol, dans l'eau, enfin n'importe quoi. Il y a un déterminisme de la matière. Mais il dit, il ne peut pas y avoir que cette matière-là. Il y a une dimension qui n'est pas matérielle. Quand on dit qu'il n'est pas matériel, on est dans quelque chose d'abstrait. Déjà, on voit, c'est le définir, c'est une énergie, une essence, une énergie. Après, c'est là que tous les mots peuvent venir et que les confusions se font aussi. Ouais. Donc, on imagine un électron, une boule comme ça, voilà, et je le sépare en deux. Il y a une partie que je vais appeler le phi pour physique, la matière, et une partie pour psychique. Il dit, ah, psychique, voilà. C'est là le truc, pour Emmanuel Hansford, pour comprendre une conscience qui n'est pas dans le cerveau et qui peut vivre au-delà, elle est non locale, elle n'est pas localisée, elle n'est pas ici et pas là, d'accord? Elle est un peu partout. Donc cette dimension psychologique, elle démarre au niveau de l'électron. Lui, son truc, c'est comme si chaque électron de matière avait comme un crochet, et ce crochet n'est pas matériel. D'accord. Et avec un autre électron, si ces deux crochets se mettent ensemble, c'est une métaphore. Hein. D'accord, là, on a un phénomène qui est au-delà de la matière et qui peut permettre d'expliquer ce que c'est que la psychologie. Au niveau d'un électron, la psychologie, ça ne veut pas dire grand-chose. Au niveau d'un neurone, par exemple, la pensée, ça ne signifie pas grand-chose. Mais un amas de neurones, dans la tête, j'ai beaucoup de neurones, et ben ça crée des pensées, ça crée de la mémoire, etc. Mais un neurone tout seul, il n'y a pas de mémoire encore. Mais il y a un prototype de quelque chose. Pour Emmanuel Hansford, chaque électron a une partie donc physique, il appelle le phi, et une partie psychique qu'il appelle le psy. Cette espèce de crochet, on peut dire. Alors pour vulgariser, quand on dessine un cercle, on coupe en deux pour imaginer le phi en bas, par exemple, et le psy en haut. En fait, toutes ces parties psy, donc l'électron et son petit crochet, avec plein d'autres électrons, il y a une espèce de connexion qui peut se faire, et si beaucoup le font, on va créer quelque chose d'important, et on peut faire émerger une conscience. Là, je précise que je parle de cette théorie, certainement que je peux le faire de façon un peu maladroite, ou peut-être pas de façon aussi exacte que lui. Il est physicien, je ne le suis pas. J'ai lu ses livres, et je tente de retranscrire ce que j'en ai compris. Ces électrons qui se connectent entre eux, par cette partie qui n'est pas matérielle, permettraient à la conscience d'émerger en fait. Donc, pour lui, la conscience, elle peut être dans le cerveau au final, mais elle n'est pas créée par le cerveau. Le cerveau, c'est cette antenne qui a de quoi capter cette conscience immatérielle. Lui, en fait, il dit, il y a des unités comme nous. Toi, par exemple, ta vie, finalement, c'est un corps humain avec des millions de cellules. Si on prend chaque cellule, ça ne signifie pas grand-chose. Mais elles sont groupées, elles forment David. Les neurones, c'était un peu pareil, d'accord? Et lui, il dit que un ensemble de particules élémentaires connectées entre elles par ce fil, ces crochets,
cette dimension non matérielle, donne de la conscience. Lui, il parle des suprêles, en fait. C'est son jargon aussi. Hein. La télé, c'est des pixels pour une image. C'est plein de petits carrés microscopiques, mais qui donnent une image cohérente. Les couleurs, voilà. Et en fait, les unités psychologiques, et il appelle ça des pixels. Des suprêles, j'y arrive. Voilà. Donc on voit ce jargon qui est un petit peu, qui n'est pas habituel pour nous, mais si tu as pour des les jeux millions... vidéo, ceux qui connaissent les jeux vidéo, c'est bien. Si on parle de pixels, c'est mieux. Voilà. Ça me parle moins. Mais les suprêles, ça sera un peu ça. Beaucoup de suprêles forment une entité comme ça. Toi, dans cette théorie-là, ta conscience, elle n'est pas créée par le cerveau. Dans ce monde-là, elle passe par ton cerveau, mais c'est un ensemble de suprêles qui forment, donc les souvenirs de ça, qui forment David. Et cette théorie, elle est intéressante. Pourquoi? Comme il dit lui-même, elle n'est pas encore validée scientifiquement, mais elle est scientifiquement testable. On peut travailler dessus. C'est pas une théorie fantaisiste qui est intouchable et qui est un truc mystique. Non, on peut travailler dessus. Donc peut-être que cette théorie, si elle a fait ses preuves, elle peut s'inclure dans l'histoire des sciences. Ça ne veut pas dire qu'elle va remettre en cause le matérialisme. Elle va donner une dimension en plus. Tout à l'heure, je disais la théorie de Newton, ensuite Einstein, ensuite la physique quantique. Il n'y en a pas une qui a démenti les autres. Mais on va plus loin. Oui, mais le gros problème, je dirais, de notre époque, et que ça a commencé, je pense, depuis, j'allais dire même depuis la Renaissance peut-être, bien que c'était une époque qui était encore bien croyante, mais je veux dire, ça a commencé à changer jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que maintenant, c'est vraiment, on dissocie le mystique du matériel. Maintenant, vraiment, les gens qui sont vraiment à fond dedans, ce sera vraiment non, moi je crois qu'en la matière, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas autre chose. Alors que là, toi, tu me dis que c'est quelque chose qui s'additionne, qui se complète. Tu vois, donc là, on est à l'état d'élaboration mentale. C'est pensé, c'est pas encore validé, mais il essaye d'avoir une rigueur scientifique pour montrer qu'il y a d'autres limites à franchir. Oui, voilà. Il ne se limite pas qu'au matériel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que cette théorie soit valide, il faut réintroduire une forme de libre arbitre. Donc moi, libre arbitre, ça me... Du coup, moi, ça me retend vers moi, voilà. ça, plutôt vers moi, le mode de pensée à moi. C'est quelque chose que je ne conçois pas, mais je vais quand même démontrer de par ces concepts. Donc encore du vocabulaire, il faut en passer un peu par là. Quand une particule est simplement dans sa dimension matérielle est soumise au déterminisme, on dit il y a de l'exocausalité. Bon, exo, ça veut dire en dehors. Que des résultats en fait de conséquences. C'est quelque chose qui est voilà, tout à fait. Voilà. Exocausalité, mais lui, il va parler d'endocausalité. Endo pense à dedans. Ouais. D'accord? Donc, l'exocausalité, c'est-à-dire que ce stylo, il a que de l'exocausalité. Il fait ce que moi je lui fais faire. Il n'a aucune autonomie propre. Je pose là, je touche plus. Il se passe rien. Ouais. C'est moi qui va à une action. Je prends, j'écris, je range dans un pot, etc. La particule élémentaire, avec sa dimension psychologique, donc ces fameux crochets virtuels, on pourrait dire, elle aurait de l'endocausalité. Ça veut dire qu'il y a un choix qui se fait d'elle-même. Alors, encore une fois, une particule, quand je parle de psychologie, il n'y a pas un mini bonhomme dedans. C'est de la psychologie très rudimentaire. On n'est pas dans la conscience encore. On est dans des unités de base, mais des millions de ces particules peuvent donner un phénomène de conscience. Ouais. C'est là beaucoup. L'endocausalité, c'est-à-dire la cause vient de l'intérieur. Comme si la particule avait un choix à faire, aller à droite ou à gauche. Bon. Et ça, il explique de la façon suivante. Pour les scientifiques actuels, en général, qui parlent de physique quantique, il y a une espèce de loi qui dit que, donc comme je disais là, toi tu peux être là et ailleurs en même temps. En fait, tu peux être là et de partout à la fois. Et dès que je tente de te mesurer ou de t'attraper, microscope, tout ça, paf, tu n'es plus que ici. D'accord. Tous les David possibles, hop, t'es ici. D'accord. Je ne peux pas à la fois mesurer ta vitesse de déplacement et ta position. C'est sûr. C'est-à-dire que si je t'observe, pour les scientifiques,
de plusieurs états possibles. David qui est ici, David qui est peut-être à l'autre bout du monde, David qui est, je sais pas moi, dans l'espace. Ouais. Comme un peu des mondes parallèles. Ouais, ça me faisait penser à ça. Un ensemble de possibilités, mais dès que je tente de te mesurer, de te capter ou de t'attraper, il n'y a plus qu'un seul David possible. D'accord, ouais. Voilà. Donc les scientifiques, ils disent que les particules élémentaires, ce sont des, on va imaginer des petites boules minuscules, comme des atomes minuscules, l'électron, et que dès que je tente si je ne t'observe pas, tu as l'état de plusieurs ondes différentes. En fait, c'est les ondes. Les David possibles, c'est des ondes. Et dès que je tente de t'observer, paf, tu deviens cette molécule. Donc c'est quand il y a interaction, entre guillemets, la personne existerait vraiment, en fait. C'est un peu ça. Redis-moi le... Interaction, ça veut dire qu'il y ait quelque chose, que tu puisses me voir, que tu puisses me toucher. C'est vraiment là que... Voilà, mais à l'état abstrait, parce que dans l'infiniment petit, on ne touche pas, mais pour faire comprendre, Ouais. tout existe comme ça, mais c'est souvent l'image qui est prise. C'est si je cherche un électron, je veux le voir, mais à un moment donné, toutes ces positions possibles s'effondrent pour être que plus qu'à un seul endroit, là où je vais l'observer. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe que comme ça en fait. C'est parce que pour l'observer, il s'est réduit là. Il y a comme une loi qui fait que, comme la gravité, la condition pour que je t'observe, c'est que tu sois plus qu'à un endroit possible. Ouais. Mais sinon, tu es partout. Les électrons autour du noyau sont partout en fait. Mais quand on les observe, tac, ils sont ciblés. C'est ça. Ça veut dire que, voilà, Emmanuel Ransford, il est dans le même raisonnement, mais il inverse un peu la donne. Il dit, au départ, tout existe à l'état de... Attends, que je me trompe pas, que j'inverse pas la théorie. Il y a toujours cette histoire d'une particule élémentaire et des ondes. Alors, pour les courants scientifiques actuels, l'unité de base, c'est l'électron. Je vais dire comme ça. Et pour Emmanuel Ransford, c'est l'onde. D'accord. C'est vraiment la base. C'est un peu... D'accord. Ce qui est pas matériel. Hein. Ce qui te dit... L'onde, on pourrait comparer ça pour que ce soit plus facile à une onde radio. Hein. C'est bien aussi. Voilà, si on veut, ouais. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la télé, ce qui passerait dans la télé, ce qui se passerait dans la radio, que la radio, la télé ou l'ordinateur juste travaille l'info, mais elle n'arrive pas... Voilà, c'est ça qui l'a fait traverser. Ok. Donc pour lui, ce serait le principal. Ce serait l'onde, vraiment. Surtout qu'en fait, une petite... Je suis plutôt d'accord pour le coup. Hein. Une petite particule, si tu veux, n'est pas divisible. Je sais pas moi, je prends un panier de fruits, je prends une cagette d'oranges par exemple. Dans la cagette, je peux très bien te dire, tiens, je mets 3 oranges ici, je sors, et j'en mets 2 là. À la rigueur, je peux mettre des moitiés d'oranges, je peux les couper en 2, je peux les couper en 4. Mais la particule élémentaire, elle ne peut pas se diviser. T'as pas un demi-électron, ou t'as pas 2 électrons, 5, c'est impossible. T'as forcément un électron, ou 2, ou 10, ou 100 000, mais pas des moitiés. Chaque électron ne peut pas se couper. Et c'est ce qui fait que, à un moment donné, l'électron va être ou cette unité de particules, ou un ensemble d'ondes, mais il ne peut pas se diviser. Ouais. Là, on est dans l'abstrait. Moi-même, quand j'explique ça... T'essaies de t'y retrouver quand même. Voilà, parce que c'est pas évident, et c'est pas des notions habituelles. Donc... je redis son nom, c'est Emmanuel Ransford. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait trouver peut-être des conférences de ce monsieur ou des interviews. Et lui en plus, il a un talent parce qu'il explique ça, il va pas dans le technique pur et dur. Et ça reste quelque chose d'abordable pour quelqu'un. Voilà, Moi, j'ai lu ses livres quand il était sorti, donc j'avais acheté 4. Donc ça fait déjà, notamment... Nouvelle physique de l'esprit, celui-ci, j'ai lu il y a peut-être 5-6 ans. D'accord. Donc là, quand je démontre cette théorie, je fais appel à ce bouquin que j'ai lu il y a 5-6 ans. Donc, j'ai compris en gros ce qu'il veut dire, mais je ne peux pas prétendre le retranscrire parfaitement, parce que ça redemande une relecture. Mais par contre, les gens peuvent aller voir aussi des articles de lui, peut-être sur Google, ou des interviews écrites, il y a des choses. D'accord. Voilà. D'accord. Je voulais m'insérer dans la discussion, apporter quelque chose de mon côté, puisque je pense que tu allais partir sur les cas de mort imminente. Tu allais déboucher sur ça. Alors, je vais te poser la question et je finirai par rapport à ça pour comprendre. D'accord, et après je prendrai le relais.
Mais si, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux poser une question maintenant? T'as une Non, question? non, c'est pas une question, D'accord. j'allais prendre le relais, donc vas-y, tu continues. Juste par rapport à ce vocabulaire fourni qui n'est pas habituel, on a vu une particule, elle est exocausale dans la mesure où elle est soumise à un déterminisme, les lois de la matière, mais elle a un aspect endocausal. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui ne dépend pas du déterminisme. Il y a un choix, il y a de l'aléatoire. Et cette forme de hasard scientifique, l'aléatoire, c'est pas le hasard comme nous on dit, le hasard de tous les jours. Le vrai hasard scientifique, si c'est prouvé, si c'est d'accord, c'est ce qui lui permet, en gros, de créer de la psyché, du psychisme. Et il imagine, Emmanuel Ransford, il dit, en imaginant qu'il existe une entité divine, il a son propre jargon. Il dirait, elle n'est pas exocausale, parce que ça veut dire qu'elle est déterminée par autre chose. Pour faire court, une forme de Dieu. Là, on est dans l'hypothèse, hein, Oui, oui. elle n'est pas exocausale, parce que ça veut dire qu'elle dépend d'autre chose. Donc elle est déterminée. Ouais. Elle n'est pas seulement endocausale, parce que tout ce qui est endocausal a une partie exocausale. Les particules élémentaires, divisées en deux. Il dit, elle est urcausale. Ur, c'est comme quand on a, sémantiquement, on dit les romans uchroniques. Un roman uchronique, c'est un genre de littérature où on imagine, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, si les Allemands avaient gagné la guerre. Comment c'est mon jour? Ah oui, je connais. Donc, uchronique, c'est ouais, en dehors on est au-delà de. C'est de faire un, comment dire, comme un monde parallèle en fait, hein, c'est ça. Hein. Pour comprendre cette racine urcausale, donc uchronique, c'est pareil. Mais là, c'est urcausal, ça serait une entité qui est entièrement ce qu'elle décide d'être elle-même. Une autre façon de dire, elle aurait, je sais pas si je peux le former comme ça, les pleins pouvoirs pour elle-même. Voilà, c'est. Donc, en fait, quand il parle de ça, il faut d'abord que peu à peu on arrive à valider la théorie de ces particules élémentaires qui auraient une dimension immatérielle, donc psychologique, des fameux crochets qui permettent de se connecter, voilà, pour arriver à cette notion d'une entité urcausale. Et lui, il prend l'image, il dit, on parle de la toile Internet. Internet, c'est comme un grand réseau. Donc, il y a de l'information, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Et toi, tu peux être connecté à quelqu'un qui est au bout du monde par des réseaux, par des connaissances. Finalement, le monde, tout se tient comme ça, avec des réseaux, une espèce de toile. Donc, tu as la toile, là, une grande toile suprale, les suprêles, d'accord? Et sa théorie permet d'expliquer, par exemple, ces gens qui disent, un peu dans les mêmes sujets de mort imminente, qui disent, mais j'ai vécu, je suis réincarné, par exemple. On a les témoignages. On en reviendra un peu voilà. à ça tout à l'heure, tu verras. Quelqu'un qui dit, par exemple, un enfant qui dit, mais moi il se rappelle, il n'a pas inventé, il te montre un lieu où a vécu un aviateur, par exemple. Ouais, et ça s'avère que c'est vrai, en fait. Comment on pourrait expliquer ça par la théorie d'Emmanuel Ransford? La toile suprale, donc les suprêles, par milliards. Donc en fait, dans cette toile-là, il y a les consciences de plein de personnes, mais y compris maintenant, mais dans le temps. Et cet enfant-là, par exemple, elle pourrait être lue, en fait. Lui, mais par quel phénomène? Cet enfant, il y a son cerveau. Il prendrait cette onde-là, en fait. Mon point, c'est son cerveau. Dans ce cerveau, il y a des particules élémentaires qui ont cette espèce de dimension immatérielle pour créer de la psyché. Et donc, il y a des liens suprales. C'est-à-dire, c'est comme un filament qui relie. Et donc, lui, en fait, il n'est peut-être pas la réincarnation de cet aviateur. Mais il pourrait capter l'onde. Voilà. Ouais. C'est intéressant, ça, parce que ça permet, tu vois, on peut calquer son schéma sur des choses qu'a priori... on peut expliquer. Si on reste que matériel, c'est où l'enfant dit des bêtises, où l'enfant a une hallucination, et on a vu que le discours est vérifiable. Mais si on reste que matérialiste, pur et dur, il nous manque des choses pour expliquer ça. Si on applique le schéma d'Emmanuel Ransford, il y a d'autres schémas explicatifs de physique quantique diverses, hein, d'accord, c'est très vaste. J'ai pris le sien parce qu'il me paraît avoir cette forme de lucidité. Et ce monsieur, j'ai le sentiment qu'il fait la recherche sincère, qu'il ne cherche pas à vendre des trucs charlatans, mais qui croit en ce qu'il fait, en la science. Il est scientifique, mais il propose une théorie qui sort de l'ordinaire. Et si elle est validée, on franchit un cap en plus. La communiquer par la pensée. Télékinésie. Voilà. Si c'est avéré, et ça a pu être démontré par rapport à ces phénomènes de mort imminente.
La personne qui est en état normal, là comme je suis, en gros, étrangement, je n'aurai pas tout mon potentiel. Mais lorsque je deviens dans un état second qui permet à ma conscience de sortir, ma conscience a beaucoup plus de potentiel. Et si je peux lire dans tes pensées, c'est pas de la magie. Ça pourrait être la toile suprale. Tes suprales à toi, les miens, et là ils se connectent. D'accord? On est à l'état purement d'hypothèse, mais on voit que si ça fonctionne, en fait, il y aurait une manière rationnelle d'expliquer certains phénomènes. Le simple mot paranormal, il est déjà connoté négativement. Paranormal, mystère, sorcier, je sais pas, on y met tout ce qu'on veut dans une espèce de marmite dans laquelle on fait la mauvaise bouffe. Hein, le mot déjà n'est pas évocateur. Pour moi, le paranormal, c'est ce qu'on, en dehors du charlatanisme et des trucs fantaisistes, tu as aussi des théories abracadabrantesques, hein, comme Chirac, bien sûr, il n'y a pas de... Mais dans les vraies recherches intégrées et sérieuses, qui sont classées dans le paranormal, c'est parce que elles n'ont pas encore pu se faire une place dans on va dire, le dogme scientifique. Elles n'ont pas encore, mais en partie, j'ai envie de dire, à juste titre. Tant que tu n'as pas des éléments pour démontrer quelque chose, tu restes à l'état d'hypothèse. Les grands scientifiques n'ont pas, du jour au lendemain, pas fourni une théorie, puis hop, c'est fiable. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, des comités de lecture en sciences. Pas qu'en sciences, mais il faut qu'un ensemble de scientifiques ait lu ta thèse, et il faut la démontrer, il faut expérimenter en laboratoire pour montrer que telle règle peut se reproduire, effectivement. Sinon, si ça ne se reproduit pas, c'est qu'il y a encore un effet de hasard où on ne peut pas dire c'est une théorie fiable. Mais il faut démontrer par des expériences. On a des expériences très élaborées sur les particules. Hein. On a le grand accélérateur de particules à Genève, là, c'est gigantesque. Hein. Bon, pour créer des éléments qui peuvent montrer un peu le Big Bang, par exemple. Il faut ce comité de lecture qui est constitué d'un grand nombre de scientifiques pour expérimenter et valider, dire effectivement, ça marche, c'est fiable, valider une hypothèse qui devient alors une théorie, une nouvelle théorie qui s'ajoute dans les savoirs scientifiques. Il y en a un qui avait découvert ce qu'on appelait les neutrinos. Le neutrino, c'est une particule infiniment petite. En gros, il n'y a rien qui l'arrête. Je crois qu'il disait qu'un mur fait de plomb d'une longueur de 1 année-lumière. Je te dis pas l'épaisseur du mur. Voilà. La particule pourrait traverser. Sa constitution fait qu'elle n'est pas arrêtée par la matière classique. Je ne sais plus qui c'est, si c'est Wolfgang Pauli ou quoi. Il disait, voilà, il avait démontré sa découverte, qui à son époque a été réfutée. 25 ans après, on a pu démontrer scientifiquement la présence, enfin l'existence de cette particule. Et comme quoi, il s'était pas trompé. Et donc, des gens lui ont écrit un courrier pour dire, bon, il y a des pages, pour à la fin dire, on a le plaisir de vous dire que le neutrino existe. Et la légende dit que ce scientifique aurait répondu un courrier à ces gens-là avec une seule phrase en disant « je sais ». Voilà, c'est une petite... Ça aurait été bien, c'était ça. Voilà. Oui, ça fait plus de 30 ans que je suis au courant. Alors, moi je vais participer, du coup je vais apporter quelque chose, moi j'ai un livre que j'avais lu, donc ça va rejoindre, tu me parleras des expériences de mort imminente et un peu de tout ça. Alors c'est un psychologue lui, il s'appelle c'est un docteur Charles Tart, c'est un Américain. Alors il a fait 50 ans de psychologie, hein, parapsychologie. Alors c'est un psychologue transpersonnel. En fait, si vous voulez, il est pas contre l'idée justement d'une vie après la mort, tout ça, de certains phénomènes, quand tu parlais de la télékinésie, des choses comme ça, tu vois, de la réincarnation justement. Et du coup, en fait, là, si jamais je vous lis un petit morceau c'est une présentation que j'ai trouvée tout à l'heure. Alors regarde, tout ce que j'ai appris ces 50 dernières années en tant que psychologue, parapsychologue, psychologue transpersonnel, m'a convaincu de bien des façons que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, matériels, mais que nous sommes aussi des êtres spirituels. Si nous nions cette spiritualité, nous rognons une part vitale de notre essence humaine, nous créons toutes sortes de pathologies, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Mon but est de faire connaître les bases de notre nature spirituelle afin d'encourager les gens à réviser leurs connaissances pour sortir leur vie du non-sens, pour qu'ils mettent en pratique ces connaissances et deviennent ainsi plus sages et plus doués de compassion. Donc voilà.
parapsychologue américain, internationalement reconnu pour ses recherches sur la nature de la conscience, en particulier sur les états modifiés de la conscience, ainsi que pour ses recherches en parapsychologie scientifique. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle. Alors du coup, moi j'avais lu un bouquin sur lui. En fait, c'était super. Il parlait de plusieurs choses. Alors, il parlait comme de la télékinésie, il parlait de la réincarnation, il parlait de tout ce qui pourrait être la réincarnation. Il parlait de personnes qui, justement, s'étaient pris, disaient, moi, dans une autre vie, j'étais. Voilà. Il excluait rien du tout. Hein. Il prenait toutes ces théories-là. Il a réussi à démontrer certaines choses, en fait. Donc, du coup, pour les gens qui sont hyper matérialistes, se dire ouais, quand même, psychologue et tout reconnu, il se penche sur la question et c'est quelqu'un de sérieux. Il dit moi à la base, c'était pas quelqu'un de mystique. Alors dans son bouquin, il rapporte pas mal de choses. Il en a fait plusieurs. Celui que moi j'ai lu, j'ai pas le nom, mais il date de 2012. Il me semble, il est assez récent, donc sur Wikipédia de toute façon il y a le titre. Hein. Et du coup. Il a dit que c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement à la base attiré par ça, mais il y a eu quand même quelques phénomènes qui l'ont appelé à se pencher sur la question. Du coup, moi aussi, après, j'ai commencé à réfléchir sur certains trucs qui m'étaient arrivés à moi, pour voir si ça pouvait avoir, une explication. Du coup, lui, il y avait une histoire qu'il avait racontée qui était vraiment pas mal, même deux. Et moi, j'ai fait un rapprochement avec une autre histoire que j'avais lue ailleurs. Je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que ce que ces deux hommes-là racontaient, parce que c'est l'histoire de deux hommes que lui... L'autre, il a connu aucun des deux, il me semble. Hein. Il a connu aucun des deux. Par contre, il a connu un des gars pour laquelle je vais vous raconter l'histoire. Et moi, j'avais lu quelque chose à l'extérieur, justement, parce que je pratique l'aïkido, du fondateur de l'aïkido, qui a raconté une expérience similaire à ces deux gars-là. Je me dis, en fait, ça se rejoint. Il y aurait peut-être une coïncidence. Si on raconte on parle de cette chose-là, et on refait des puzzles, des morceaux de la même histoire, il y a peut-être un lien en fait quelque part. Du coup, il parlait déjà d'une personne. Alors ça, c'était son ami. Justement, en fait, il avait perdu sa femme. Et c'était un gars qui était vraiment pas croyant, hein, vraiment, il était matérialiste, rien du tout. Il me semble qu'il savait que sa femme devait décéder. Il avait apparemment très bien, comment dire, encaissé le choc. Hein. Il avait croyant à rien, absolument rien. Sa femme, comme lui, était athée, aucun souci. Parce que lui, il parle déjà de l'hypothèse. C'est sûr, si jamais on a déjà dans l'idée, on croit déjà à l'au-delà, tout ça, on peut peut-être être plus réceptif à certaines choses, qu'on va se dire, ça peut être de l'imagination, entre guillemets. Lui, non, il dit déjà d'une, le gars ne croyait vraiment pas à ça. Voilà, que ce soit clair dès le début, il était sain d'esprit, aucun souci, il le connaissait personnellement. Et il a dit qu'un jour, il a vu sa femme, quoi. Il a vu sa femme, comme, pas en fantôme, hein, comme si elle était là, quoi. Et bon, après, c'est beaucoup plus détaillé dans le bouquin, mais il dit, lui-même, il a été surpris, il s'est dit, mais moi, j'y ai jamais cru à ça. Il n'était pas mystique et tout, mais il était sûr à 200% de ce qu'il avait vu. Alors voilà. Du coup, lui, il le connaissait, donc du coup, forcément, il prenait sa théorie vraiment au sérieux. C'est comme si moi, j'ai un ami qui est vraiment fiable et qui a en plus aucune raison de passer par un épisode comme ça. Je vais sûrement croire. Pourquoi je ne le croirais pas? Et il a rapporté aussi le cas d'un quelqu'un qui avait vécu, je crois que c'était fin des années 1800, début des années 1900, quelqu'un qui avait eu comme une espèce de vision du monde, que tout le monde n'était que un, en fait, et que tout, entre guillemets, alors après, ne demandez pas à moi ce que ça veut vraiment dire, chacun peut avoir son avis, tout le monde était amour, en fait. Comme si vraiment... Ce terme-là, je te coupe, pardon, j'ai pensé tout à l'heure, l'un des plus grands ingrédients un concept qui ressort des témoignages de ceux qui ont des expériences imminentes, il parle d'une forme d'entité amour, il dit bien un amour inconditionnel. Ouais. Et je fais une parenthèse. Que du bon en fait, voilà. Avec une sensation positive en fait. Ceux qui ont vécu une expérience de mort positive, ils ont côtoyé ce sentiment-là. D'accord. Ceux qui ont vécu une expérience de mort négative, ça peut s'apparenter à un truc d'enfer. Mais en fait, c'est pas un enfer littéral. C'est un mal-être, mais en fait,
c'est leurs propres angoisses, tout ça à l'intérieur, mais il n'y aurait pas un enfer et un paradis. Il y a forcément une ascension unique qui va. Quand on dit il y a le yin et le yang, on pourrait dire il y a le paradis et l'enfer. Ouais. Il ne faut pas penser comme ça. Le yin et le yang, c'est qu'il y a un début et une sommité éventuellement. Mais il n'y a pas un enfer. Tout croit vers un amour inconditionnel. Ouais. Voilà, c'est important ce mot amour inconditionnel. Oui, donc ça rejoint Super ça rejoint un peu ça. Donc il avait dit qu'il avait fait, cet homme-là avait fait une expérience, du coup qu'il avait vu le monde de cette manière-là et qu'il savait, en fait il avait plus peur de la mort ni rien, puisqu'il savait, il savait de toute façon qu'il y a quelque chose derrière, il pouvait, tout avait un sens. Alors sa vie a plus jamais... Il a vécu normalement, il vivait normalement, mais il disait que sa vie d'une certaine manière n'était plus vraiment la même. Il s'énervait plus pour certaines choses et tout. Il avait une espèce de ça recul. te change de vie, ça a lui des a changé effets sa vie, extrêmement voilà. positifs sur les gens. Ça lui a, voilà, il marchait dans la rue, il a vu une espèce de lumière et apparemment, voilà, il a plus vu le monde de la même manière. Donc il y a eu 2 hommes qui ont vécu ça. Et lui, il s'est documenté sur ces hommes et tout. Il disait qu'à la base, c'est pas des hommes, ils avaient aucun intérêt à raconter ça en fait. Donc je pense qu'il a fait quand même des recherches sérieuses. Le côté témoignage sincère, comme je disais, les gens se rendent compte que les témoignages ne sont pas des choses fantaisistes, mais qu'il y a bien un sentiment de vécu sincère. Et oui, puisqu'on peut faire la différence quand même. De toute façon, je veux dire, il y a des manières, il y a des mots utilisés. On voit dans l'émotion quand quelqu'un il parle sincèrement. Enfin voilà, normalement ça se sent. Je dis pas qu'après, oui, il y a des gens qui peuvent nous mentir, c'est sûr, on peut peut-être y croire. Les témoignages sont sincères. Il y en a un paquet qui ont été recensés. Hein, quand tu décris ces 2 cas de figure. Ouais. Mais la première chose qui a frappé les scientifiques de pur et dur, un matérialisme, ce que tu veux, c'est les témoignages ont l'air sincères. Voilà, et surtout quand la personne n'a aucun intérêt à mentir ou à se faire passer pour une folle. Alors voilà, on se dit, bon, peut-être, pourquoi pas. Et justement, moi je me suis dit, mais ce qui raconte cette espèce de lumière, cette espèce de... Ça s'apparenterait à de l'or en fait, quelque chose comme ça. Le fondateur de l'aïkido, lui, il rapporte, hein, enfin on le rapporte, et c'est lui-même qui l'a dit, il avait déjà atteint un niveau, il était parti en Mongolie en fait, pour aller créer comme une espèce de paradis sur terre avec une secte. Il était parti en Mongolie pour créer quelque chose qui pourrait réunir toutes les religions et tout. Donc ils sont partis là-bas, mais c'était à l'époque c'était la Deuxième Guerre mondiale, non, c'était la Première Guerre mondiale, mais en tout cas il y avait des problèmes en Mongolie, il y avait les Chinois, il y avait les Russes, voilà, c'était super dangereux. Du coup, ils ont failli se faire tuer. Et du coup, c'est là qu'il y a eu comme son illumination, en fait, là-bas, à ce moment-là. Donc il est revenu de là-bas, il avait déjà la quarantaine, il est revenu déjà un peu changé, mais jusqu'à un moment, en fait, il y a quelqu'un, un sabreur qui est venu le défier avec un sabre. Lui, il n'a pas pris de sabre. Alors, je ne sais pas si c'était un bokken, un sabre en bois ou un vrai sabre, mais lui, il n'a rien pris. Donc le gars a essayé de le toucher, impossible de le toucher. Alors lui, il bougeait, il devinait tous ses coups à l'avance. Lui, il disait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, là où il allait mettre le coup, je voyais comme des paillettes de lumière blanche avant qu'il mette le coup de sabre. Du coup, je savais, j'avais juste à tourner les hanches, à me déplacer, je savais où il allait couper. Il disait d'une tranquillité infinie. Mais il n'avait pas encore eu son illumination. Une fois le combat fini, il était à peu près de c'était sûrement sa maison, il va dans un puits pour se rafraîchir. Et c'est là qu'il a dit, il avait l'impression de voir son double tout en or, en fait à côté de lui. Il entendait le chant des oiseaux, il entendait le monde, et il voyait comme une vue, ce serait comme une vue de l'univers. Ça rejoint, tout était amour, tout était de la création. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il a dit, il pleurait, ça l'a complètement transcendé, ça l'a complètement changé. Donc, il avait évolué doucement de ce côté-là, mais là, c'était plus le même homme après. Il disait que par exemple, tous les biens matériels après, ça lui était égal. Il voyait plus le monde de la même manière. C'est quelqu'un qui a entraîné la police du Japon. Il a été reçu par l'empereur. Il aurait pu vivre vraiment comme un bourgeois. Hein. Non, il avait décidé de se retirer dans la campagne, aller cultiver sa terre, vraiment une personne mais super simple, alors qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Hein. Et il s'était détaché de tout ça. Quand je lis Histoire de Ushaiba,
c'est la même que les deux autres gars. Alors qu'il n'y a aucun lien. Hein. Il n'y a aucun lien. Hein. Alors le gars, il a un site internet, Charles Tart, il a un site internet. C'est vrai que, bon, après, il parle en anglais et tout, ce serait bien d'améliorer mon niveau d'anglais. Mais il disait, enfin, je crois que sur le site internet, on peut raconter certains trucs. J'aimerais bien pouvoir des fois dire, mais regardez, parce qu'il pratiquait l'aïkido aussi, ce monsieur Charles Tart. Ce serait bien de rajouter que Sheba, bah oui, il a eu la même expérience que ces gars-là. Donc il y a des choses qui se rejoignent. Lui, voilà, il a essayé de se dire, lui, je pense qu'il serait plus, pas militant, mais il croirait plus en la réincarnation quelque part. En tout cas, voilà, il se dirait, il n'y a pas une fin. Et il a démontré par des témoignages, par des choses comme ça. Lui-même, il a eu un événement dans sa vie qui lui a fait, qui a été complètement irrationnel, et vu que voilà, c'est quand même un psychologue, il vient du monde scientifique, il s'est dit, j'ai essayé de tourner le problème dans tous les sens pour voir si c'était pas moi qui avais rêvé, si jamais il n'y a pas quelque chose qui m'avait dirigé pour penser comme ça, conditionné pour penser comme ça, et il s'est dit, mais en fait, non. Et moi, c'est là, des fois, j'ai essayé moi-même de travailler sur des fois des propres rêves que je fais. C'est un truc tout bizarre, hein. Après, pourquoi, je sais pas, mais j'ai essayé de faire comme lui, de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui m'aurait conditionné pour... Donc du coup, maintenant, je prends beaucoup de recul sur certains trucs, mais c'est vrai que moi, par exemple, ça m'est arrivé souvent de rêver d'une personne que j'ai pas vue depuis très longtemps, que je croise pas dans la rue depuis souvent, 3, 4, 5 fois, voire 6 fois, je vais revoir la personne le lendemain ou dans les 2 jours qui suivent, alors que cette personne-là, je ne l'ai même pas en tête, j'y pense pas à elle, je l'ai oubliée. Et à chaque fois, j'essaie de me dire, mais est-ce que quelqu'un va pas parler de cette personne? Est-ce que j'ai pas pensé à cette personne? Est-ce que j'ai pas eu un souvenir avec cette personne? En remontant la cassette à l'envers, non, je trouve rien du tout. Ça fait penser à trois phrases qui peuvent tout à fait coller à ce que tu dis. Donc là dans ton propos, tu as amené 3 témoignages différents finalement. Ouais. Les deux hommes. C'est ça, alors les 2 hommes, alors lui il les avait recensés dans son bouquin, et celui de Shiba, c'est moi qui l'ai pris à part. Et même ce que tu dis par rapport à tes rêves, donc au début, si on s'en tient à ça, tout bêtement, on va se focaliser sur toi et les rêves que tu fais. Ouais. On prend ça, normalement, tu donnes ça à un scientifique, pour dire, bah tiens, comment on explique ça? Donc le scientifique, c'est un peu comme le policier, il fait une enquête en quelque sorte. Il part du général, du plus probable au moins probable, hein, et on élimine les choses. Et c'est pas les gros éléments qui sont des indicateurs, c'est les petits éléments. C'est les petits détails qui font la différence. Il y a une phrase qui dit le diable est dans les détails d'ailleurs. C'est ça. Même Freud, quand il faisait de l'analyse en psychanalyse, c'est le petit élément qui peut changer toute la donne. Ouais. C'est important de savoir. Et par exemple, voilà, j'ai fait des rêves, j'ai rêvé telle personne, je sais pas pourquoi, et puis j'ai pas eu depuis 30 ans et j'en vois. Voilà, et donc, ça arrive souvent. Moi, dans la peau d'un scientifique matérialiste, moi ce que je répondrais au début, mon réflexe sincère, tu vois, c'est de dire l'homme est fait pour donner du sens aux choses. On ne sait pas rester là et dire le monde il est comme ça. Voilà. Ouais. Il est là pour être là et d'interpréter. Ouais. L'homme en soi, je sais plus qui disait ça, il disait il n'est pas conçu pour passer de doctorat dans des sciences très poussées. Au départ, on a un cerveau biologique qui a évolué, mais pas aussi vite que notre monde social. Donc on est fait pour interpréter l'environnement, faire attention, les dangers, le prédateur, etc. On est fait pour être à l'affût des choses. Donc on a une facilité à mettre de l'intention derrière les choses, de l'esprit, de la conscience, ce qu'on veut. Et le rêve, depuis un temps, le rêve il est vu comme des messages passent. Il y en a qui disent dans les croyances, c'est les anges qui donnent des messages. Ouais. Freud dit c'est ton inconscient qui travaille. Bon, il y a des interprétations du rêve. L'humain, un humain, tout type d'humain conditionné de façon, sans handicap particulier, pour schématiser, il a 2 cerveaux. Il a un cerveau rationnel et un cerveau émotionnel. Je ne les localise pas dans le cerveau. Je dis que sa démarche de pensée, elle a les 2. On s'est rendu compte en psychologie sociale, c'est une discipline qui étudie un petit peu les phénomènes de groupe et le comportement des gens, par exemple, face à la publicité. Ouais. On s'était rendu compte que, par exemple, je ne sais pas, des expériences où on faisait goûter des aliments. Alors, tu as des aliments qui avaient certains goûts prononcés, d'autres qui n'avaient pas ces goûts-là, mais qui avaient des colorants. Donc, tu pouvais manger un fromage blanc nature, coloré en rose. Ah ben, il y a la fraise. Ouais. Ou à l'inverse, il est coloré en rose, mais il y a la pistache. Pour voir comment ton cerveau analyse. Et les gens, ce qui était fascinant, c'est pas tant de dire certains sont trompés, ils ont cru voir de la fraise qu'il n'y en avait pas. Il y a des gens qui ont bien
senti ce qu'ils mangeaient. D'accord. Et quand on Ils ne sont pas laissés influencer par la couleur. Voilà, donc premièrement important, ils ont perçu quelque chose tel que c'était. D'accord. Mais quand on leur a demandé de décrire, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Là, l'explication qui arrive est incohérente. D'accord. On a demandé ça à des sportifs, et c'est tout à fait naturel, hein. Dans des sports intenses en termes de vitesse, il faut réagir. Ça peut être un match de foot où d'un seul coup la balle elle passe là, Ouais. hop, et but. Ça Voilà. va vite, ouais. Ça peut être un boxeur en pleine action, ça peut être un sport, il faut être très rapide. On s'est rendu compte que les sportifs interviewés après le match, qui ont pu des fois faire une action extraordinaire, quand on leur demandait comment vous avez fait pour savoir que la balle elle arrivait par ici ou que votre adversaire allait bouger là, leur corps a perçu ce qui se passait, ils ont pu réagir. Mais quand on demande d'intellectualiser le phénomène, pourquoi, comment, parce que machin, Plus compliqué. d'un seul coup, l'explication ne tient plus la route. C'est pas par hasard que je dis ça, c'est que tous les jours, on est confronté à des choses qu'on interprète, et des fois, c'est pas parce que le sens que l'on y met est pas bon qu'on a mal perçu le phénomène. Le paranormal, si tu veux, je veux faire la différence entre un événement qui se produit quelconque, une apparition, je sais pas moi, ou une télékinésie, qu'on différencie un événement et le sens qu'on lui donne. C'est là qu'il y a un décalage, et en fait tout est basé là-dessus. Donc l'événement peut très bien être une illusion, c'est possible. Si ça n'en est pas une, et qu'il y a quelque chose d'authentique, ok, mais dès qu'on va l'interpréter, à mon avis, c'est là qu'on commence à, on appelle ça des biais cognitifs. Le biais, en science, c'est ce qui dévie. Oui. Cognitif, c'est le cerveau. Donc, tu vas interpréter de telle manière que ce soit cohérent par rapport à ce que tu penses toi. Ouais. Et c'est là que tu disais tout à l'heure, si quelqu'un est croyant, et c'est pour ça que tu précisais que la personne dont tu parles du témoignage Oui. n'était pas Il croyante. n'est pas croyant. Parce qu'effectivement, si tu es croyant, en général, tu es plus porté à aller vers Et une oui, et dimension c'est de Dieu. justement pour ça que lui, il a vu, il dit, regardez, il n'avait aucune raison, il n'était même pas conditionné, entre guillemets, pour penser comme ça. Et regardez, et bah oui, pourtant. Et il y a une phrase, et c'est un principe de science qui dit, c'est tout bête, mais c'est très important, une théorie extraordinaire exigera des preuves extraordinaires. Ça peut paraître, ouais, bah oui, c'est normal, Ouais. mais c'est pas si normal que ça. Bah c'est oui. pas si évident, ça, je veux dire. Ouais. Donc, dès qu'on le matérialise, tu veux, bon, jusqu'à présent, ça a été une façon de penser le monde où, comme je le dis dans d'autres podcasts, on extrait la dimension spirituelle, la dimension de l'ego de l'homme. On essaie de se penser comme que de la matière. C'est un principe qui dit qu'on est objectif comme ça. Maintenant, objectif, peut-être que ce que toi tu appelles objectif, moi ce que je vais appeler objectif, c'est différent. Ouais, c'est pas la même chose. Objectif, on part du principe qu'il y a un monde réel qui n'est pas en fonction de notre regard, mais nous on va essayer de le regarder ce monde-là. Et on va le voir de façon imparfaite, à travers comme par exemple des hublots, tu es dans un bâtiment, ce que tu peux voir de ta fenêtre là-bas, c'est pas pareil que ce que tu verras de ta cuisine, Ouais, ou ce que tu verras de ta chambre. c'est ça. Pourtant, c'est bien des choses réelles, t'hallucines Oui, pas. bien sûr. Voilà. Et il y a un dicton qui dit ce qu'on ne connaît pas, pardon, on invente. Donc, on a besoin de donner du sens. Et avant d'arriver à des théories scientifiques valides, c'est là que Einstein disait cette phrase, l'imagination est plus importante que le savoir. Tu es forcé de passer par cette phase d'imagination. Avant de savoir, tu essaies d'élaborer C'est un peu comme des théories, c'est des théories Voilà. en fait, un peu. Et tu ne peux pas prendre un raccourci plus court que celui-ci. Ouais. Tu es forcé de passer par des étapes différentes, des interprétations. Mais quand tu te heurtes à quelque chose qui ne colle pas par rapport à ta théorie, alors ou ta théorie est fausse, ou elle est juste, mais tu l'as mal appliquée, ou le phénomène que tu étudies, il y a des choses que tu n'as pas vues dans ce phénomène. Tu n'as pas tout vu. Donc, c'est ce qui t'amène à revoir une théorie, ou à donner une autre théorie. La recherche, ça dit bien, je cherche finalement. Bon, le vrai chercheur scientifique, il ne va pas toujours trouver. Mais dans sa démarche de recherche, il va trouver des choses qu'il n'aurait pas pensé voir. Ouais. Peut-être que toi, tu as une question en tête, c'est un peu comme en cuisine, on a des recettes de cuisine qui ont été trouvées par hasard. Mhm. Bah, le mec, il avait un truc en tête, il a loupé une cuisson. Il s'est retrouvé à faire autre chose. Donc, en fait, ça l'a amené sur un chemin qui n'avait pas pris au départ, mais c'est bien parce qu'il cherche quelque chose qu'il
qu'il élabore un truc, qu'il a pensé au départ. Quand tu tentes de répondre à une question en science, ce qui est magnifique, c'est que tu n'apportes pas une réponse à une question en fait. Tu vas peut-être le faire, mais tu vas faire émerger de nouvelles questions. Donc là, les phénomènes de mort imminente, maintenant qu'on en parle de plus en plus, c'est un sujet qui a perdu de son côté tabou, et heureusement. On le voit dans des émissions tout à fait ordinaires, des émissions radio, à la télé ou des bouquins. Donc ça veut dire qu'il y a un risque, c'est qu'on voit de tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont glisser sur la vague, hein, c'est ça, comme on dit. Hein. Voilà. Il y en a qui pourraient raconter plein de conneries et des émissions pour en profiter pour faire de l'audimat. Malheureusement. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un phénomène qui existe, on ne sait pas encore l'expliquer, mais par contre, vu qu'on en parle beaucoup, maintenant, ça amène plus de chercheurs qu'avant à se pencher dessus et à tenter de le comprendre, de le décortiquer. Donc ce qui va en sortir de ça, par exemple dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, il y a un moment donné, on peut imaginer qu'il y a une théorie qui peut l'expliquer. On ne sait pas laquelle. Peut-être que c'est celle que j'ai amenée tout à l'heure, de Emmanuel Ransford, ou peut-être pas. Mais, par exemple, si c'est la sienne, sa théorie et le phénomène des EMI ne sera plus à considérer comme du paranormal, ça sera du normal. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas la maîtrise qu'il faut, on appelle les choses paranormales. On les met dans une catégorie un petit peu à part. Il y a un chercheur qui disait, c'est un laboratoire d'études sur le paranormal. Il disait, nous ne croyons pas au paranormal, nous l'étudions. J'aime bien cette formulation. C'est-à-dire que le gars qui parle comme ça, il accepte qu'il y a un truc à observer, expliquer, mais il n'est pas parti pris tout de suite. C'est pas il le tient en considération. C'est pas j'y crois ou j'y crois pas, donc c'est la connerie. Il le prend en considération. Je ne m'implique pas émotionnellement, je tente de voir avec des outils scientifiques à quoi ça ressemble. Il y a une branche qu'on appelle la zététique, et c'est étrange parce que ce mot, la consonance, elle fait penser à du mystique. Mais en fait pas du tout. Je ne sais pas sémantiquement ce qu'il veut dire, mais la zététique, on a par exemple Henri Brock, qui est un grand monsieur dans ce domaine-là, qui fait des livres et des conférences. On a quelqu'un qui s'appelle Richard Monvoisin, je crois, il est aussi là-dedans, et des tas d'autres. Ils étudient ça, donc ça peut être, je sais pas moi, tu sais, qu'on appelle ça les cartomancies ou les trucs un peu pendus. Il y a plein de choses dans le paranormal. Ils tentent d'étudier ça et de voir si on peut valider qu'il y a un phénomène mystique ou si le phénomène est faux. Ça peut être ça. Mais s'il est vrai, est-ce qu'il n'a pas une explication qui se veut beaucoup plus rationnelle que ce qu'on peut entendre dans toutes ces sciences paranormales? Donc la zététique, le nom est un peu étrange, mais c'est bien une science rationnelle cartésienne qui tente, qui se penche sur le sujet avec des outils fiables. Pas en soi parce qu'elle est matérialiste, mais parce qu'un outil, une expérience qui est reproductible. Parce que si une expérience, elle n'est pas reproductible, tu la maîtrises pas, ça veut dire. Et tu peux pas encore pondre une théorie fiable. Mais du coup, ça me fait penser à... Enfin, je voulais amener autre chose. C'est le fait que, voilà, c'est bien qu'il y ait des scientifiques qui se penchent sur la question, comme ça au moins ils n'écartent pas. Des fois des faits, puisqu'il y a des choses qui sont rapportées et qu'on n'a pas d'explication. Alors après, le ranger dans le placard en disant, non mais de toute façon c'est des conneries, ça va un peu vite. Il y a vraiment des cas, des espèces, des maisons, comme on pourrait dire, hantées, avec des démons, des esprits à l'intérieur. Il y en a, ils ne comprennent pas. Alors il y a plein de canulars là-dedans, ça il y en a beaucoup. Mais il y a des trucs quand même, il y en a, c'est chaud à démonter. Alors après, ils ne savent pas trop d'où ça vient. Moi par exemple, quelque chose qui m'a toujours surpris, c'était ma grand-mère. Quand elle faisait des rêves, alors, vous pouvez me dire, alors ta personne n'était pas forcément malade ni rien du tout. J'ai rêvé de tel animal. Alors souvent elle me disait si j'ai peur de l'animal, c'est quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Et si jamais j'en ai pas peur, c'est quelqu'un qui est de ma famille. Et du coup, une fois qu'elle rêvait de tel animal et tout dans la nuit, elle disait bon ben voilà, il y a quelqu'un qui va pas tarder à mourir puisque j'en avais eu peur. Moi je sais pas d'où elle me sortait ça. Et du coup, ça loupait jamais. Ça loupait jamais. Et 3, 4, 5 fois. Alors, au bout d'un moment, le hasard, c'est bien beau, mais des fois, c'était impressionnant. Je lui demandais des fois, je dis, mais
t'es une sorcière, comment tu fais pour... Non, je sais pas, je sais que c'est comme ça. Et ça loupait pas. Alors, voilà, hein, et on peut se poser cette question-là. Il y a ça, il y a les personnes qui. Il y a eu des choses bizarres dans certaines maisons, il y a des gens qui ont ressenti des choses bizarres. Il y avait un pote, alors après, là, moi je l'ai vu en direct, hein, alors après, je sais pas, je m'aventure pas plus loin que ça. Mais je sais que j'avais un pote qui habitait dans un. Enfin, sa mère habite toujours dans ce quartier-là. C'est dans les HLM, dans une barre. Il y a 7 étages, si je ne me trompe pas, et au rez-de-chaussée, il m'a dit que sa mère habitait au rez-de-chaussée. Du coup, alors lui, il n'était pas né. Hein. Ses grands frères et sœurs, ils étaient nés, pas lui. Du coup, il m'a dit, ouais, ma mère, attends, il y avait un démon dans la maison. Il y avait quelque chose de bizarre. Alors, son père n'était pas là. Du coup, sa mère, elle dormait dans le lit. Il y avait quelqu'un qui s'allongeait à côté d'elle. Elle avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Sa sœur, qui était petite, est venue voir sa mère en disant j'ai vu un Papa Noël dans la maison. Alors, quand justement il y avait cette histoire bizarre là. Du coup, sa mère a déménagé. Elle est montée au 4e, 5e. Et du coup, il m'a dit ouais. Bah maintenant, il y a un gars qui habite là. Et oui, je le connais très bien. Il me dit oui, il sait qu'il y a des choses bizarres dans la baraque. Mais il y a des choses qui sont bizarres dans la baraque, il le sait, et ça ne le dérange pas plus que ça. Et du coup, moi, j'étais avec lui un jour en train de parler en bas de la ville, on était tout seul. Et il y a la porte qui s'ouvre, la porte d'entrée, hein, la porte d'entrée qui s'ouvre. Mais je me dis, il y a quelqu'un qui va sortir. Et on ne voit pas d'ombre, il n'y a personne derrière, juste la porte qui s'ouvre. Et un petit peu plus tard, on voit le gars qui arrive en face de la porte, mais comme s'il en fait, il ne l'avait pas ouvert, quoi. En fait, il vient, il la referme. Et mon pote, il dit, viens, on monte les escaliers. Mais moi, je dis, là, c'est un peu bizarre l'action. Il m'a dit, mais moi, ça me fait encore plus peur, parce que déjà, ma mère, par rapport à ce qu'elle m'a raconté, il dit, mais qu'en plus, lui, souvent, il était venu lui dire, ouais, des fois, je suis là, la porte, elle s'ouvre, bah, moi, je m'en fous, j'ai pas peur, je la referme. Comme s'il savait qu'il y avait un truc qui ouvrait la porte. Et c'est pas du courant d'air. Hein. C'est pas du courant d'air, c'est la porte d'entrée qui est fermée pour que le courant d'air, il ouvre la porte et qu'il la... Hein, faut y aller. Du coup, moi, j'ai même trouvé ça bizarre. Genre là, je dis, bah, il va sortir. Je dis, non, il n'y a personne. Et d'un coup, il repasse derrière, il la ferme. Alors après, tu me diras, bah oui, mais si ça tombe, en fait, c'était lui qui l'avait ouvert, il est reparti, il est revenu. En attendant, lui, il avait déjà dit plusieurs fois que c'était arrivé et que c'était pas lui qui l'avait fait. Et mon pote, il me raconte en plus l'histoire de sa mère. J'ai absolument pas l'idée de ce que je pourrais... Quand tu me racontes ça, donc je le prends tel quel. Mais j'ai 4 petites phrases ça me fait penser à 4 phrases. Et je vais commencer par la dernière que j'ai notée. Ouais. C'était l'explication. Je crois que c'était à l'époque un prêtre parapsychologue. Donc la parapsychologie, elle s'intéresse à cette psychologie un peu qui touche à des phénomènes paranormaux. Ouais. Il expliquait qu'il y a des gens qui avaient le sentiment d'être par exemple en communion avec le Christ ou le Christ venant en eux. Ouais. Ces gens qui pouvaient rentrer dans des états un peu de transe, voire avec des blessures qui apparaissaient. Ouais. Et il disait une chose extraordinaire. Il disait, donc on a bien recensé des gens qui ont eu des blessures qui se sont créées au niveau des mains, par exemple pour la crucifixion de Jésus. Ouais, je sais plus. Crucifixion. J'ai un trou là. Voilà, mettons. De Jésus. Il a dit, mais attention, et il a dérangé du monde dans ça, mais c'était vrai, il a dit, le problème, il y a bien des gens qui sont en transe et qui ont des blessures, tout ça. Ouais. Mais le Christ n'a pas été crucifié au niveau des paumes, mais au niveau des poignets. Tous les gens qui ont eu des blessures, qui sont apparus de façon inexplicable, sont apparus là. Ouais, bizarre. Hein. Et là, comme s'ils avaient eux-mêmes quelque part. Et là, j'en viens à une phrase que j'avais entendue dans un film, pareil, un film qui était un peu sur le paranormal avec, je sais pas, c'était Insidious ou je sais pas, c'était un truc. Oui, mais Insidious, c'est sur une famille. Voilà, il y a 2 ou 3 films qui tournent autour de ça. Oui, voilà. Alors apparemment, c'est pas que c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui ont été exagérées et montées pour le cinéma. Il y en a qui disent que c'est pas vrai et il y en a qui disent non. Enfin, en tout cas, ils ont réellement existé, ça c'est sûr et certain. Ils font appel à ce... Je crois que la dame, peut-être elle est morte il y a pas longtemps, je sais pas, si je dis une bêtise, mais oui, je connais. Il y en a un qui va dire mourir dans ce film-là. Je sais plus s'il fait partie de l'équipe de... on va pas dire chasseur de fantômes, c'est pas ça, mais l'équipe d'investigation qui viennent pour... Mais il disait, les maisons ne sont pas hantées, ce sont les gens qui le sont. Ouais. Moi, quand j'entends ça, dans ma position... avec ma personnalité, tout ça, je le relie à cette histoire du prêtre. Ouais. Les gens peuvent
J'en sais pas davantage, je reste à l'état d'hypothèse. Mais Ouais, voilà. ouais, ouais. Et en admettant, en admettant que le phénomène existe, il y en a qui le perçoivent, d'autres non. Alors, ou le phénomène n'est pas ce qu'il est, et on l'interprète, ou alors il y a peut-être des gens très terre à terre qui n'ont pas l'aptitude mentale à capter ces phénomènes de l'au-delà. Emmanuel Ransford, il dit que selon sa théorie que les particules virtuelles pour que la dimension non matérielle de la conscience, certains sont plus aptes que d'autres à le développer. Ouais. Donc peut-être que celui qui ne le voit pas, c'est qu'il n'a pas l'outil mental Il n'a pas l'aptitude pour. Et je voulais venir à autre chose avant d'oublier, parce que ça m'a fait penser, une autre histoire. Pareil, j'ai pas de raison de ne pas croire cette femme-là. Hein. Après, peut-être qu'elle a menti, hein. On peut toujours dire, voilà, moi je peux pas. On peut toujours démonter, voilà, on peut toujours démonter la théorie. Mais il y a une femme avec qui j'ai fait un stage l'année dernière, elle m'a dit, elle était comme réceptive à certaines choses, hein, un peu bizarres. Elle m'avait dit qu'elle était un jour en train de conduire. Et dans sa voiture, dans le rétro de la voiture, alors attends, est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après? Non, c'était avant. Mais sinon, ça aurait été après, je me serais dit, non, mais ça aurait été un choc émotionnel ou un truc comme ça, on aurait pu le prendre comme ça. Elle m'a dit avant, elle était en train de conduire, elle a vu quelqu'un dans son rétro en train de la regarder. Un jeune homme qu'elle avait jamais vu. Elle a pris peur un peu, elle dit c'est quoi ce machin et tout. Et il me semble le lendemain, quelques jours après, il y a quelqu'un qui l'a dépassé avec la voiture, bon, ça a cartonné, bam, il s'est tué. À côté d'elle, elle est sortie de la voiture, elle est partie le voir. Le gars, il était mort, hein, je pense qu'il était mort sur le coup, hein, et c'était le même visage en fait qu'elle avait vu. Elle m'a dit, voilà, elle dit, moi je te dis ça comme ça. Du coup, elle m'a dit, ouais, j'ai aucune raison de mentir. Voilà, ça arrivait comme ça. Le gars, je le connaissais pas. J'ai vu ce visage-là un jour avant. Ça m'a fait peur. Et je fais cet accident-là. Et le gars, je vais le chercher dans la voiture. Et c'était lui. Moi, ce que je propose... Après, voilà. Hein, parce que c'est elle m'a dit qu'elle l'aurait vu après. Elle m'aurait dit qu'elle l'aurait vu après. Je me suis dit, bah oui, là. C'est peut-être un choc, le choc, il est mort et tout. Ça m'a fait quelque chose. Non, elle m'a dit, je l'ai vu avant. Je vais te raconter deux blagues. Enfin, c'est des blagues sans des blagues. C'est des blagues qu'on se raconte pour faire peur en tant que gamin. Ouais. Donc, je vais deux petites blagues et je finirai par un théorème de science. Les deux blagues sont les suivantes, pour faire assez court. C'est quelqu'un qui, sur la route la nuit, je les compte un petit peu peut-être, hein. Je fais remonter ça quand j'étais en colonie de vacances, hein, c'est pas d'hier. Mais qui voit une jeune femme faire du stop. Donc le conducteur, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, mais bon, admettons c'est un homme par exemple. Bon, ben, voilà, une jeune femme qui fait du stop. Ouais. Donc voilà, il s'arrête, il apprend. Où souhaitez-vous que je vous emmène? Et je sais plus si elle lui dit, je sais pas, je veux juste partir, faire de la route. Bon. Elle monte derrière du coup, et peut-être qu'il va rouler, je sais pas, pendant quelques heures. Puis à un moment donné, il la voit plus. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'elle s'est endormie, bon, il lui parlait plus. Et on est, il dit, reste-toi bien, il la voit plus. Il voit son blouson sur le siège, mais il la voit plus. Dans ce blouson, il fouille, il y a un papier qui a une adresse. C'est en fait l'adresse des parents de ces jeunes filles. Quand il se rend à l'adresse en question, le lendemain, il dit excusez-moi, mais cette personne, il voit la femme qui devient toute pâle, déconfite, qu'est-ce qui se passe? C'est le père qui, pareil, qui sait plus où on est. Mais c'est le blouson, c'est notre fille, c'est à notre fille. Ah bon, mais parce que je l'ai pris dans l'autostop hier soir. Mais non, c'est pas possible, elle est morte il y a 10 ans. Ouais. Tu vois, ce côté étrange qui fait peur, Ouais. ce côté complètement mais surréaliste. Ouais. Il y en a une autre comme ça, où c'est un groupe de jeunes là, qui font une soirée chez l'un de leurs potes, dans une maison. Là. Ah, ils mangent bien, ils boivent bien, ils jouent aux cartes. Allez, ben, maintenant c'est tard, on va repartir. Et le gars qui repart, l'un des potes, il repart seul avec sa bagnole. Il dit merde, putain, mon zippo. Il a un beau briquet, tu sais, un beau. Ouais. Putain, bah, je retourne le prendre. Il fait demi-tour, une demi-heure après, il arrive, il frappe à la porte. Ah, il est placé. Il en frappe. Bah mais ouvrez-moi, c'est moi. Vous êtes là quoi. T'sais. Il frappe, il fait un boucan. À la fin, t'es aux à côté qui font mais monsieur, c'est 2h du matin, qu'est-ce qui vous prend? Mais je viens récupérer. J'ai laissé mon briquet tout à l'heure. J'étais avec mes amis. L'autre il fait c'est une blague ou quoi? Bah non, j'étais. Mais vous rigolez, cette maison elle est plus habitée depuis 15 ans. Ouais.
Le mec il prend peur, à la fois il a la colère, mais c'est pas possible, il était là, il tape dans la porte, il enfonce la porte à un moment donné, il rentre, une maison avec de la poussière, tout le dernier. Personne. Bon, depuis des années c'est plus habité, et il y a le boîtier avec la poussière sur la table. Voilà. C'est des blagues qu'on raconte, mais par exemple, tu vois, si Freud, dans sa psychanalyse, il aurait étudié ces blagues-là, il aurait essayé de voir comment, inconsciemment, par des histoires, par des contes, par des mythes, enfin, on parle de l'humain et on parle de nos angoisses, on parle de l'étrange et de ce qui est non maîtrisable. Bien Ces sûr. blagues, elles te racontent quelque chose. L'élément, c'est quoi l'ingrédient? C'est ce qui est complètement à contresens, ce qui n'est pas logique. Et c'est ça qui est effrayant. Bien sûr, mais Et ce que tu racontes par rapport à ta grand-mère, tu sais qui arrivait à capter voilà. certaines choses Il y a dans les quelque rêves et chose qui te prédisait. qu'on ne peut pas cerner. Donc quand on ne peut pas cerner, on dit mais non, c'est ou on refoule le truc, non, c'est pas possible. Ou alors on l'interprète dans un sens démoniaque, un petit peu, il y en a qui- Ouais. ou alors il y a simplement une autre explication qu'on ne connaît pas. Et ces blagues-là, elles te mettent en avant cet ingrédient qu'on ne maîtrise pas et qui fait peur. Bien sûr. Mais là, ça c'est pour faire peur. Après, quand tu entends certaines choses et tout, après, essayer de démonter des fois la théorie, c'est quand même chaud. Parce qu'encore, la dame aurait pu me mentir. Enfin, ma grand-mère, elle arrive le matin, elle me dit moi j'ai rêvé de ça, tu verras, il y a quelqu'un qui va mourir. Boum. Comment je peux démonter ça? Il y a un exercice qui est dur à faire mentalement. Je disais tout à l'heure, l'homme a besoin de donner du sens aux choses. Il y a un exercice qui est dur à faire, mais qu'il faut apprendre parce que c'est la base, et le scientifique, normalement, il sait le faire. C'est qu'à un moment donné, même si, quand bien même tu as le sentiment d'avoir appris une foule de choses, de maîtriser un sujet à la perfection, ben, à un moment donné, tu tombes sur un os. Et des fois, on cherche à comprendre, mais on bute sur les choses. Il y a un truc qui paraît simple comme bonjour, mais qui est dur à faire, c'est dire là, je ne sais pas. Et voilà. Juste cette phrase, là, je m'avance pas, je n'ai pas d'explication, je ne maîtrise pas. Et bien ça, c'est pas facile à faire. On a beau, ah mais tiens, on va essayer de... Non, je ne sais pas. Et il y a un théorème, je finirai là-dessus, qui s'appelle le théorème de Gödel. Kurt Gödel, c'est un mathématicien allemand. Son théorème, bon, il dit plusieurs choses, mais en gros, pour le schématiser, c'est une théorie scientifique et qui démontre pourquoi, et là je ne peux pas le démontrer parce que c'est les mathématiques, hein, mais qui démontre en gros qu'on ne pourra jamais tout maîtriser, tout comprendre. Ouais. Elle ne dit pas, on n'a pas les outils pour, donc pour l'instant on ne peut pas comprendre, mais un jour. Oui. Elle dit, si je pousse un peu aux amants, ça serait comme si je disais, même Dieu ne pourrait pas tout comprendre. Dieu qui a tout entre les mains. Ouais. D'accord. Et c'est une vraie théorie, hein, c'est pas quelque chose de fantaisiste. Et du coup, le théorème de Gödel, il est comme la physique quantique. Beaucoup lui font dire des choses aussi qu'il n'a peut-être pas dit. Ouais. Donc dès qu'on ne peut pas expliquer un phénomène, on a le droit d'essayer de le comprendre. Il ne faut pas dire tout de suite, ah mais attendez, vous les scientifiques, vous admettez que vous ne pouvez pas tout comprendre, donc nous ce qu'on vous dit, vous ne comprenez pas, mais acceptez-le. C'est pas ça non plus. L'homme sera toujours en recherche de savoir. Mais il ne pourra jamais tout maîtriser, même s'il avait une intelligence supra-évoluée, je sais pas, un truc... il ne pourrait pas tout comprendre parce que scientifiquement, il y a des éléments qui ne permettent pas d'être compris. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de piste. C'est ça. Ouais. Non, d'accord, bah écoutez, on va clore sur ça. Voilà, moi, je serais quand même partant pour la vision qu'a eu Moriyu Sheiba et les deux gars là, qui, donc en fait, le monde serait tout parfait, qui en fait, ça promet peut-être un bel avenir après, ce serait bien. En tout cas, moi, c'est difficile je pense qu'il faudrait le vivre en fait pour essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu, mais je pense que tu serais d'accord avec moi, ce serait bien si c'était le cas. C'est sûr. Il y a une phrase qui disait le doute d'aujourd'hui est la certitude de demain. Et tant qu'on est dans cette phase d'explication, c'est-à-dire qu'on tente d'expliquer, c'est pas par pure fantaisie mentale, c'est parce que certains ont vécu des choses, comme ce maître d'aïkido, il a eu le sentiment de voir où allait venir les coups de sabre. Oui, il le disait. On a tous le sentiment de cerner des choses, mais en même temps, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas sûr de nous. Le doute de maintenant, c'est la certitude de demain. C'est-à-dire que peut-être, et ça revient donc à la théorie d'Emmanuel Ransford sur la physique, et une théorie donc, scientifique pour expliquer la conscience, peut-être que demain, on aura un cadre explicatif, que ça sera, et peut-être qu'on apprendra ça à l'école. Ouais, voilà. Ce serait bien. On est à un instant T,
plus tard, il y aura autre chose. Mais le théorème de Gödel dit que malgré tout, il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Ouais. C'est pas dû à notre impuissance, c'est pas ça. Hein. Il y a des choses qui ne permettent pas. Mais en fait, ce n'est pas une raison pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est ça. Voilà, la confusion. Voilà. Et ben voilà, on va vous laisser. Après, on vous laisse penser là-dessus. Hein. Il y a plein de choses à. On peut aller loin. Allez, à bientôt.